C'est-à-dire que t'arrivais, tu dis « Oh, un Puerto Rico en allemand avec des bâtiments en allemand, ouais, super !» Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors Plateau, consacré à Lola et Simon, vendeurs dans la boutique Le Passe-Temps. Lola et Simon, bonjour. 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 Votre métier consiste en grande partie à conseiller et orienter vos clients, à parler de jeux toute la journée. N'est-ce pas le plus beau des métiers ? Ça va. Ouais, alors le plus beau des métiers, oui. Alors c'est pas vilain comme métier. Ça reste une passion. C'est-à-dire c'est un truc, on se lève le matin, on se dit ce boulot, je l'ai choisi, je l'aime bien. C'est chouette de parler de jeux. Après, voilà, il y a pas que parler des jeux, c'est pas mal de gestion, c'est du ménage un petit peu quand même. Bon, ça c'est des tas de trucs comme ça. C'est un boulot. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien, mais quand même, on se lève le matin pour aller faire un truc qu'on a envie de faire a priori. C'est ça. Il vais jamais à reculons, c'est vraiment chouette. Mais sinon, ouais, testeur de hamac à Ibiza, ça doit pas être non plus dégueulasse comme métier, quoi, pour le coup. Mais j'ai moins passion hamac, ça j'ai moins. Non, oui, ça reste un métier très chouette. Surtout, c'est un métier qui se fait dans un cadre sympa, quoi. Je veux dire, dans le monde du jeu, je touche du bois de contreplaqué de chez Ikea. On attire quand même des gens sympas et on est dans un monde très bienveillant et plutôt sympa. Donc rien que ça, déjà à la base, c'est super. En magasin, combien de références vous avez ? Plus de 3000 ? Un peu moins de 3000, pour le coup. 2900 et quelques brouettes. Ouais, ah oui, c'est ça. Ouais, soyons précis. Environ 3000, ça... Alors, c'est pas le nombre de jeux qu'on va avoir en magasin, parce que dedans, il faut compter qu'il y a des dés, des meeples, des pièces d'échecs, des cartes à jouer, des puzzles, genre de choses-là. Donc ça démultiplie le nombre de références. En termes de jeux et des extensions, tu vois, Star Wars Assaut sur l'Empire extension, il y en a 12 000. En termes de jeux uniques, je dirais 1500. Un truc comme ça. Je l'évalue à ça, mais c'est difficilement évaluable. Je l'évalue à quelque chose comme 1500, ouais, pour le coup. Ce qui est déjà beaucoup. Vous jouez à tous les jeux ? On essaye. Dès que les jeux sortent, on ouvre les boîtes et on joue le soir ou les après-midi où on est de repos. C'est ça. Le but, on joue pas à tous. On joue pas à tous les jeux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas joué à tout, Lola a pas joué à tout, Bruno a pas joué à tout, Baptiste a pas joué à tout. Par contre, à nous quatre, on essaie de couvrir le spectre le plus large possible. On essaye de jouer à tous les jeux qui sortent chaque semaine. On en ouvre un exemplaire, on y joue pour savoir, déjà pour connaître les règles, même si on peut les dire comme ça, mais pour en avoir une impression, pour savoir à qui ça s'adresse. On essaie d'être toujours au moins deux à y avoir joué, parce que des fois il y a quelqu'un qui va y jouer qui va dire « Oh, c'était super » et tout, et l'autre va y jouer « C'était naze ». Et parfois réciproquement, donc ça permet d'avoir des avis contradictoires. C'est toujours bien. Donc voilà, on essaie de jouer à tout. Sur 1500 jeux dans le magasin, on doit avoir joué à à nous tous, on doit avoir joué à 1200 jeux facilement. Ouais. Et pour les 300 qui restent, vous utilisez les vidéo-règles ou vous lisez les règles ? Oui, je pense. On a toujours des avis ou même parfois on partage avec les clients. Quand on n'a pas eu le temps, les sorties après Essen, après Cannes, où il y a des tonnes de sorties. C'est vrai qu'on fait aussi avec les avis des copains, sur internet, les vidéos, ouais. Ouais, ça va être aussi, ça va être des courts résumés de règles, ça va être des BGG, ça va être ce genre de trucs-là. Et après, il y a, dans les 300 qu'on connaît pas généralement, c'est parce qu'aussi on n'a pas eu besoin ou voulu se pencher sur la chose non plus, quoi. Parce que le jeu, on en connaissait les ressorts, on en connaissait le mécanisme, et on se disait, tiens, on a compris. C'est pas la peine de se lancer dans le jeu aussi. Donc ça va être soit des trucs à très faible tirage dont on a entendu parler, dont on voit pas bien l'utilité de se lancer dedans, quoi. Voilà, ça va être ça généralement l'idée dans les 300 qui restent. Vous avez des heures prévues pour ça ou c'est quelque chose que vous faites sur votre temps libre ? Est-ce qu'on a des heures prévues ? Non. Fut un temps on avait. Mais ouais, je t'apprends des trucs. Il y a quelques années, on se réunissait tous les jeudis soirs avec Bruno, des amis à lui, pour jouer au jeu. J'avais 3 heures de mon temps par semaine qui étaient consacrées à jouer à des jeux, quoi, pour le coup. Maintenant, c'est vrai que ça s'est fait autrement. Il y a des associations qui se sont montées. On se rendait compte qu'on jouait énormément à des choses en dehors de ça. Ça a évité d'avoir à se bloquer des heures. Parce que jouer, faut que ça reste un loisir. Et si on se donne une obligation de tous les temps, on va jouer à ça, etc., c'était un peu plus contraignant. Ça se fait en dehors, sur notre loisir. Du coup, ça fait le bonheur de nos potes. C'est ça. Il y a plein de jeux qui sont sortis. C'est parti.
Donc non, ça se fait en dehors de notre, ça se fait sur notre temps de loisir, quoi, on va dire. Vous pensez qu'être un passionné de jeu est indispensable dans votre activité? Clairement. On a eu fait l'expérience d'embaucher il y a quelques années une fille qui s'appelait Coralie. Et si elle nous regarde, salut. Aujourd'hui, je crois qu'elle bosse dans les voitures. C'était quelqu'un qui sortait des Galeries Lafayette et qui était la première vendeuse du rayon canapé, quoi. Trop à fond. Reconversion, études, elle voulait faire des études et être en alternance ici, quoi. Et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à vendre des canapés à 6 000 €, ouais, en vendre 2-3 par jour, à pas être foutue de vendre en double parce qu'elle savait pas ce que c'était, quoi. Et c'est ça, là, c'était l'angoisse. Et puis on lui disait, mais joue ne serait-ce qu'aux Aventuriers du Rail, genre de choses-là. Elle revenait le lendemain en disant, j'ai essayé d'y jouer, je suis pas arrivé, j'ai pleuré 2 heures dans la soirée. Et très vite, au bout d'1 mois et demi, il a fallu qu'elle arrête parce que c'était une souffrance pour elle, ça l'a dépassée. Et elle avait toujours l'image qui lui était renvoyée de t'es pas compétente, t'y arrives pas. Et puis elle voyait bien que nous, ça nous passe, on s'en sortait facilement, on était à l'aise. Donc ça, c'était terrible pour elle. Donc oui, il vaut mieux être passionné de ça. Ne serait-ce que pour transmettre les choses, les gens ils voient bien quand on parle à des gens que... Les clients sont en demande en plus, qui sont habitués à la boutique, au fait qu'on ait joué au jeu, etc. Mais du coup, ils demandent un sentiment de jeu, ils demandent plus que des règles en fait. Ouais, voilà, cette passion, elle va se transmettre aux gens. Donc je pense que ouais, c'est quand même assez vital. Ouais. Ça me semble vital. Être passionné de jeux pour adultes, c'est facile. Être passionné de jeux pour enfants, est-ce plus compliqué? Moi, je dirais non, parce qu'il y a plein de jeux chouettes pour enfants. Et il y a plein de jeux chouettes à jouer entre enfants, entre enfants et adultes, à partager. Et il y a vraiment des chouettes mécaniques, des chouettes moments de jeu qui peuvent se créer. Donc c'est pas forcément des jeux auxquels je joue dans mon quotidien, mais par contre quand on les essaye, même parfois juste entre adultes, on se dit ah ça c'est super, puis on essaye avec des enfants, on se dit ah mais ça marche super bien. Enfin pour moi c'est tout aussi plaisant, même si c'est moins le quotidien. De toute façon après, moi j'adore jouer de manière générale. Et ce qui est plaisant aussi dans notre boulot, c'est dire que on transmet cette passion-là. C'est-à-dire que quand tu reçois des gens, tu te dis, moi quand je vends une boîte à quelqu'un, je me dis mais j'espère qu'il va s'éclater autant que quand j'ai joué à tel truc ou tel truc. Et donc tu transmets ça. Donc les jeux pour enfants, bah tu te dis, moi je me rappelle toujours quand j'étais gamin, quand j'ai joué à ça ou ça. Et donc tu transmets une envie de jouer en fait. Et c'est pas tellement, tu t'en fiches un peu de le jeu, de l'âge, de ce qu'il y a dedans ou quoi ou autre. Tu vends une sorte de forme de bonheur, tu sais que tiens ça va être chouette à ce niveau-là. Que ce soit un jeu pour enfants, pour adultes, un jeu avec des règles compliquées, pas compliquées. Ça dépasse un peu ce cadre-là, quoi. Quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de jeux édités qu'aujourd'hui. Quelles en sont les conséquences, positives ou négatives pour vous? Conséquences positives. Il y a beaucoup de jeux. Mais ça marche dans l'autre sens, parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire que les éditeurs sortiraient pas autant de jeux s'il n'y en avait aucun qui se vendait. Donc en fait, la question, c'est pas qu'il y a énormément de jeux qui sont édités, c'est plus qu'il y a énormément de demandes pour l'instant, pour le coup. Donc la conséquence positive, c'est qu'il y a une appétence pour les jeux. Les gens veulent des jeux, ils veulent découvrir tous les trucs qui sortent. Et il y a beaucoup d'inventions, de mécanismes de jeu, de choses. Enfin, le monde du jeu reste assez prolifique. Et il y a du choix. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant ah je voudrais un jeu de stratégie ou d'ambiance et j'ai pas le choix en fait. Il y a toutes sortes de jeux dans cette catégorie-là. Et ça c'est intéressant. La contrainte, ça veut dire que derrière, il faut s'y connaître, quoi. C'est-à-dire que c'est du temps. C'est du temps à passer du temps à lire des règles, à se renseigner sur les jeux. Ça prend un bon bout de temps, toute cette histoire-là. Mais et après, ça veut dire qu'aussi, il faut savoir traiter les jeux. C'est-à-dire que quand tu reçois un jeu, il faut savoir le mettre en avant, lui trouver sa place, etc., etc. La conséquence aussi, ça veut dire que nous, il y a 10, 15 ans, les jeux sortaient, on les avait tous, etc. C'était pas une difficulté. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est compliqué. T'as 500 jeux qui vont être distribués par des distributeurs français. T'en as d'autres qui vont sortir qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Rajoute à ça les Kickstarter, c'est-à-dire qu'il y a un boulot de prospection pour nous derrière qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, des gens qui nous disaient on cherche ce jeu, on sait pas où le trouver. Bon, on savait que si on fouillait un peu en Allemagne, le truc on allait le trouver, quoi, pour le coup. Alors que maintenant, les clients des fois ils nous étonnent, quoi. Aujourd'hui, j'ai vu Dwarf's Kingdom 7 Heroes qui est sorti et tu te rends compte que le truc il est sorti aux États-Unis, c'est un truc à compte d'auteur, c'est un truc sur Kickstarter, mais qui a été rendu accessible par ces réseaux-là et qui pour nous est plus compliqué. Donc voilà, la complexité c'est que nous le réseau c'est hyper densifié et qu'avoir accès à tous ces réseaux-là, c'est très compliqué pour un magasin de jeux, quoi. En tant que vendeur, vous avez accès à plein de jeux. Vous voyez aussi les erreurs d'édition, les erreurs d'auteur. Est-ce que des fois, ça vous donnerait pas envie de devenir éditeur ou créateur de jeux?
Moi, c'est rigolo parce qu'on me pose hyper souvent la question. Et en fait, pas du tout. Non, mais je sais pas toi. Mais pour moi, ouais, il y a déjà des tonnes de choses. Et après, moi, je suis pas dans... Justement, je suis plus là pour vendre du bonheur, comme tu disais tout à l'heure. Et pour partager cette passion-là. Et c'est vrai que la création, il y a plein de bonnes idées. Et des fois, je me dis, ah, ça, c'est super et ça pourrait être exploité. Mais vu que j'ai des copains auteurs, je vais plus parfois filer les idées ou essayer de retravailler des choses avec eux, en fait, sur leur jeu à eux, plutôt que de le créer. Moi, je préfère... moi, mon métier à moi, c'est de partager ma passion, en fait. C'est pas de créer ce qui pourra, voilà, être joué. Ouais, et après, c'est un métier complètement différent. C'est-à-dire que si tu veux créer un jeu, il faut avoir une idée, faut faire un proto, faut refaire ton jeu, faut le faire jouer à des gens, faut refaire ton proto, faut refaire des règles, faut trouver un éditeur, du coup, faut faire des salons. Moi, quand je joue déjà un jeu 3-4 fois, c'est bien. Donc là... Du coup, vendeur, ça crée une certaine expertise. Oui, sans doute. Sans doute. C'est-à-dire que l'expertise... En fait, c'est que tu te poses la question sans arrêt de te dire, de te mettre à la place des gens. De te dire, ok, que veut cette personne? En fait, l'expertise, elle est sur l'attente des gens, en fait. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un, cette personne, elle va te dire avec quelques mots, et ton but, c'est de comprendre tout ce que ça implique derrière. De te dire, oh, je veux un jeu drôle. Alors bon, la façon dont la personne va te dire drôle, il y a des gens pour qui ça veut dire ça, d'autres ça veut dire ça, d'autres ça veut dire ça. Et parfois, c'est jeu de stratégie de 2 heures. Ouais. Non, mais voilà. Faut vraiment essayer de comprendre. En fait, l'expertise, elle peut être aussi en termes de jeu, dire ouais, les jeux, etc. L'expertise, elle est avant tout humaine, quoi, je pense. Elle est surtout de dire de la perception que t'as des attentes sociales des gens, de la façon dont ils ont de s'exprimer. Pour moi, l'expertise, elle est plus là-dedans, quoi. Et moi, c'est la grosse partie du boulot que j'aime vraiment bien. Essayer de comprendre ce que les gens veulent et qu'ils repartent vraiment avec un jeu où je me dis, là, ils vont passer un super moment. Et d'ailleurs, quand les clients reviennent et qu'ils disent, ça, c'était fabuleux, on y a joué pendant des heures, là, c'est... Après, être expert en jeu, franchement, le monde du jeu, c'est pas du tout un monde fermé, c'est pas du tout un monde élitiste, quoi. C'est-à-dire que le mec qui va débarquer, il dit, moi, je suis un expert en aventurier des rails. Salut, quoi. On va rigoler. Ouais. Là, c'est un peu la rigolade, quoi. Des experts en jeu, bon, je sais pas trop ce que c'est, quoi. On parlait des différents réseaux tout à l'heure. Quelles sont vos relations avec les différents acteurs du secteur? Alors, les relations, elles sont avant tout sexuelles. Je veux dire, non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Coupé. Les relations. Écoute, les acteurs, ça va être qui? Ça va être des distributeurs, c'est-à-dire des gens qui nous vendent les jeux. C'est-à-dire que nous, on les achète pas directement à l'éditeur, on les achète à un distributeur. Écoute, ça, c'est des gens avec qui on essaie de s'entendre en plutôt bonne intelligence. De toute façon, à ce niveau-là, on est des partenaires, donc on est obligé d'entendre à ce niveau-là. Les éditeurs, après, c'est plutôt bienveillant, c'est-à-dire que nous, ils sont en attente d'avoir des retours de notre part, parce que nous, on voit les clients, ceux qui nous font des retours, donc on va leur faire leur retour eux. En fait, les relations de manière générale se font plutôt de manière de partenaire, quoi. Ouais. De dire, on a des intérêts communs. Vous voulez vendre nos jeux, nous, on veut arriver à les vendre, donc ça se fait plutôt dans ce sens-là. C'est avec les bars à jeux, les ludothèques, ces gens-là. Jusque-là, je vois pas de personnes avec qui il y a de conflits ou quoi ou autre. Le monde du jeu reste un truc qui se fait en bonne entente et en relative intelligence quand même. C'est assez naturel en fait, c'est beaucoup de l'humain. On est tous dans le jeu, pas de la même manière, on n'a pas tous les mêmes attentes, mais... Puis le monde du jeu crée ça, quoi. Ouais, les jeux fait que t'as envie de partager des trucs avec les gens, etc. Donc ça génère ça aussi chez les gens qui y bossent. Dans la grande majorité qui peut écraser les 2-3 petites parties moins sympathiques, mais dans la grande majorité, tout va très bien, quoi. Si un jeu ne se vend pas, c'est pour vous? Ou il y a un système de retour, comme pour les invendus en librairie par exemple? C'est pour notre pomme. On avait qu'à pas en commander de ce jeu tout pourri. Ouais, c'est ça. Après, des fois, on s'est trompé, on en a pris trop. Et en fait, on pensait atteindre plus de public. On le connaît pas, la plupart du temps, c'est ça, hein. La plupart du temps, c'est les jeux qu'on n'a pas eu le temps d'y jouer, en fait. Donc, on est un peu embêté, on sait pas en parler. Et c'est vrai qu'on aime bien vendre des jeux qu'on aime bien et qu'on sait qu'ils vont plaire, en fait, tout simplement. Ah si j'ai le choix entre vendre un jeu que j'aime et vendre un jeu que j'aime pas, je vends pas des jeux que j'aime pas déjà, que j'aime pas, que la personne va pas aimer. Et il y a des fois des jeux on dit c'est bien, mais alors là ça s'adresse à personne, quoi. Et ceux-là tu les as sur les bras. Et oui, tu les as sur les bras, donc tu vas les solder une fois, tu vas les solder 2 fois, la troisième fois tu vas le refiler à des gens parce qu'il y en a marre et qu'on n'est pas un musée, quoi. Et non, ça c'est pour notre pomme, il faut pas qu'on se loupe, quoi. C'est sûr. Une boutique comme la vôtre, on est sur un CA annuel de combien Le chiffre exact, je vais pas vous le donner parce que je suis méchant et je garde les infos pour moi. Le magasin il y a quelques années était à 500 000 € de chiffre d'affaires par an et puis ça continue à augmenter au fur et à mesure du temps.
Je pense qu'on est sur des bases de magasins. En France, on doit être dans les 10 magasins de France qui vendent le plus de jeux, fin du mois, qui ont le plus gros chiffre d'affaires, pour le coup. Ouais. Mais voilà, maintenant, ça fait 15 ans que c'est installé, donc il y a des raisons à ça aussi, et puis on essaye de pas trop mal faire notre boulot. Donc voilà, mais ça, c'est un chiffre d'affaires, c'est bien. Pour un magasin de jeux, c'est bien, quoi. Il y a de quoi, on vit à 4 dessus. Donc, non, c'est pas, ça tourne bien. Vous êtes situé en plein centre de Toulouse. Quel type de clientèle avez-vous? Bah, de tout. Des Toulousains. Ouais. Figurez-vous. Des Toulousains, on a de tout. Ça, c'est assez marrant. Ça va de la mamie, ça va de la famille nombreuse, ça va des ados. des ados, complètement. Le cœur de cible, mais ça, je pense que c'est pas propre à nous, c'est propre à tout le monde du jeu. C'est 25-35 ans, jeunes couples, qui voient leurs amis le week-end, qui ont des gamins ou qui vont en faire. En fait, c'est jeune couple qui a du temps de loisir, quoi, pour le coup. Donc c'est vraiment tous ces gens qui sont ingénieurs, qui sont aux 35 heures ou quoi ou autre, qui ont le temps de dégager du loisir et de l'intérêt pour les jeux, quoi. La cible, le cœur de cible, c'est 25-35 ans. Mais maintenant, ça ratisse très large autour, quoi, pour le coup. C'est le même type de clientèle depuis des années ou y a-t-il une évolution de celle-ci? Oh, ça a quand même pas mal évolué. Je te parle de ça il y a 10-15 ans, quand le monde du jeu était fait que de jeux un peu allemands ou de trucs un peu en allemand, de trucs un peu moins sexy. Ça s'adressait à des gens qui des gens qui voulaient des jeux. Bah, de toute façon, le monde du jeu a évolué de cette façon-là, c'est-à-dire qu'autrefois, c'était aux gens d'aller vers les jeux. C'est-à-dire que t'arrivais, tu dis, oh, un Puerto Rico en allemand avec des bâtiments en allemand, ouais, super! Et puis un jour, ils se sont dit, oh, on va peut-être arrêter, quoi. Et ce sera plus au jeu d'aller vers les gens. Et donc là, il y a une bascule qui s'est faite, quoi. Ça va avec Catan, avec tout ce genre d'arrivées de jeux-là, ou avec l'arrivée des The Wonder, quoi, qui faisaient des jeux, tu disais, wouh! Il est plus cher que ce qui se fait, mais wouh! Ça, c'est la fête, quoi. Qui plaît, et donc là, ça a basculé. C'était plus les gens rentraient pas dans les magasins de jeux parce qu'il y a une curiosité. Tu disais, ah, ça peut être chouette, ça. Et t'étais pas à chercher tel truc. Tu pouvais aller découvrir, et le jeu venait à toi plus facilement, quoi. Donc ouais, ça a pas mal évolué. Donc les jeux se vendent tout seuls. Ou plutôt, la vraie question, c'est quelle est la part du vendeur dans l'acte d'achat? Je pense qu'il y a des locomotives dans le monde du jeu. Il y a des jeux qui se vendent tout seuls depuis des années. Double, des choses comme ça. Sur aujourd'hui, un double, on présente plus de double à personne, quoi. Voilà. Sur double, tout le monde connaît, quoi. Maintenant, c'est installé, ça se vend tout seul. Mais du coup, au passe-temps, clairement, on n'a pas ce genre de locomotive là. Non, ça l'a eu été quand le jeu restait encore à découvrir. Les gens viennent nous voir, nous, pour découvrir des jeux. Donc clairement, il y a des trucs qu'on vend ici et qu'on vend pas ailleurs. Tu prends l'exemple de The Game. The Game, c'est le jeu qu'on vend le plus, tu vois. Et c'est marrant parce que pour nous, ça nous semble complètement naturel. C'est ça. Dire bon, c'est petit, c'est pas cher, ça se joue super bien à deux, c'est super malin, c'est coopératif. Oh madame, c'est coopératif, vous allez aimer. Avec vos petits-enfants et tout, ah ouais, super. Bref. Donc pour nous, ça nous semble évident. Et quand tu vas discuter avec des gens qui bossent dans d'autres magasins, ou des éditeurs, ils te regardent, font The Game, ce truc-là, moche, qui a pas de nom, qui ressemble à rien, ça se vend. Bah ouais mec, ça se vend beaucoup plus que Mysterium. Et là, c'est l'incompréhension. Donc oui, il y a une grosse part de notre subjectivité à nous qui va rentrer en ligne en compte. Après, oui, il y a des jeux qui se vendent tout seuls. C'est-à-dire, il y a des jeux, tu les exposes, c'est trop beau, t'as trop envie, il y a trop écrit Bruno Catala dessus, bah, ça se vend tout seul. Et il y a des gens qui disent, c'est bien, non. On va le prendre quand même. Bah, allez-y. C'est ça. Et ça se vend tout seul. Clairement. Et clairement, Bruno Catala. Et ouais. Grave. Donc les jeux bien, mais pas bons, c'est Bruno Catala. Si tu veux, il en sort tellement. Donc à un moment, t'as un truc, ah, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est bien. Et ça, c'est pas bien. Alors dans le bien, t'as des King Domino, t'as des Five Tribes, t'as des trucs qui tabassent un peu, quoi. Après, bah, tu peux... bon, t'as des trucs, parfois, ça sort, tu fais bon. Pourquoi? Tu sais pas trop. Mais bon, c'est là, quoi. Et ça se vend quand même.